Bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va se consacrer à l'ECG. Alors, ça va sûrement être la vidéo la plus complexe de ma chaîne, en tout cas à l'heure actuelle. Elle m'a pris du temps, plus que les précédentes, mais c'est une que j'avais hâte de présenter, parce que quand j'ai eu l'idée d'apprendre à analyser un ECG, je pensais pas être aussi passionné par ça. Donc, j'avais hâte de pouvoir le partager et même que ça puisse aider les étudiants en médecine tels que moi prochainement, puisque j'ai été admis en troisième année via une procédure passerelle. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite pas plus tard qu'hier. Donc, on va voir principe, analyse et interprétation d'un ECG. Au cours de cette présentation, on va d'abord définir ce qu'est un ECG et à quoi ça sert et à quel moment on est amené à faire un ECG au cours de sa vie. On fera ensuite un petit rappel anatomique du cœur avec son anatomie générale et ce qui va concerner son activité électrique parce que c'est ce qui nous intéresse concernant le CG. Ensuite, on verra le principe de l'ECG, c'est-à-dire mise en place des électrodes, ce qu'on va y voir sur un ECG. On parle de dérivation et des territoires cardiaques qui vont y être associés. Et évidemment, comment est-ce qu'on peut analyser un tracé, qu'est-ce qu'on voit concrètement. Et on poursuivra avec l'analyse et l'interprétation d'un ECG, savoir comment on fait et qu'est-ce qu'on peut en dire, tout simplement. Et c'est la partie la plus importante, en fait, de cette présentation, avec comment on valide un tracé, interprétation générale et interprétation spécifique. C'est vraiment comme un sablier, c'est-à-dire on part du plus large et on affine vers le plus spécifique. Et on terminera par l'analyse complète d'un ECG pour faire un récap de tout ce qu'on aura dit précédemment. Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, on va d'abord définir cet examen, donc électrocardiographie ou électrocardiogramme, hein, ECG. C'est donc un examen qui traduit l'activité électrique du cœur sous la forme d'une représentation graphique grâce à un jeu d'électrodes et à un électrocardiogramme. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'image que j'ai mise ici. Donc on a l'électrocardiographe qui est là, donc c'est vraiment la machine en elle-même. On va avoir un jeu d'électrodes, donc il y en a 10. Il y a 6 électrodes précordiales et il y a 4 électrodes frontales. On verra ça tout à l'heure. On met un rouleau de papier dedans pour pouvoir tracer le CG sur du papier et pouvoir l'analyser ensuite. C'est toujours plus pratique. Le CG est recommandé en cas d'arythmie, donc en cas de trouble du rythme, de douleur thoracique ou de palpitation. Donc, douleur thoracique, euh, c'est très vague, hein. J'en ai d'ailleurs parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est un examen qui est court, en effet, un ECG, ça dure pas plus de 15 minutes quand il est fait correctement, sans souci. Non invasif, on n'injecte rien, on demande rien de particulier à part rester assis ou allongé. Indolore, on va juste vous placer des électrodes qui vont juste être autocollantes sur la peau, dénuées de tout danger. Pareil, on va pas vous exposer à des produits dangereux, etc. Donc vraiment, c'est un examen qui peut même être fait sur le terrain euh, quand on appelle le SAMU. Le médecin du SAMU peut faire un ECG chez la personne qui les a appelés. Donc c'est vraiment un examen très très classique et qui est très très utile et qui peut réellement sauver des vies. Si on se penche un peu plus sur le cœur en lui-même, parce que mine de rien, c'est l'organe qui nous intéresse dans cette présentation, et il y a pas mal de choses à en dire. Alors, ici, c'est une vue du cœur en coupe
Et en vue antérieure, euh, pas mal de choses à dire. Il y a deux côtés, il y a un côté droit ici et un côté gauche ici. Alors je rappelle, pour ceux qui ont encore du mal avec ça, on est inversé par rapport au patient quand on est en vue antérieure. Parce que euh, évidemment, là, on imagine qu'on a un patient qui est face à nous, donc les sens droite et gauche, enfin les directions droite et gauche sont inversées. Et ça va être le cas pour la suite aussi. Donc, on a un cœur droit, ici en bleu, qui va recevoir le sang veineux qui va arriver par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Et donc, la veine cave supérieure qui va recevoir le sang veineux provenant de la tête et des membres supérieurs. Et la veine cave inférieure qui va remonter le sang veineux venant de toute la partie basse du corps à partir de ce qu'il y a en dessous du cœur en fait. Tout ça va être déversé dans l'atrium droit, donc ce qu'on appelait avant oreillette, hein, mais atrium ça va être un terme plus international. Donc le sang veineux va être déversé dans l'atrium droit, va passer dans le ventricule droit, à travers la valve tricuspide. Ensuite, il va être jeté dans l'artère pulmonaire par le biais de la valve pulmonaire, juste ici. Et ensuite, le sang va être distribué dans les poumons droit et gauche par les artères pulmonaires, droite et gauche. Une fois que le sang est passé par les poumons et qu'il aura été hématosé, donc on aura un sang dit frais, il va revenir par le cœur au niveau des veines pulmonaires droite, droite ici et gauche ici, déverser dans l'atrium gauche. Ça va passer dans le ventricule gauche par la valve mitrale, ici, et ensuite distribué dans l'aorte, la crosse aortique, la grosse artère, par la valve aortique. Et après, le sang va pouvoir être distribué dans l'ensemble de l'organisme. Donc ça, c'est assez simple. Le cœur, il est composé d'un myocarde qui est ici, qui est plus épais au niveau du ventricule gauche. Pourquoi? Eh ben parce que le sang va devoir être distribué dans tout l'organisme. Donc vous imaginez bien qu'il faut une pression assez forte de manière à pouvoir distribuer ce sang. Donc voilà pour l'anatomie du cœur. Maintenant, comment le cœur fonctionne, il y a évidemment une question d'activité électrique. Tout ça est permis par ce qu'on appelle des cellules nodales. Donc, c'est des cellules qui vont pouvoir propager l'influx électrique euh, au sein de plusieurs structures. Donc, l'activité électrique va démarrer au niveau d'un attroupement de cellules qu'on appelle le nœud sinusal ici, qui se situe au niveau de l'atrium droit. On va avoir propagation de l'activité électrique au sein de l'atrium droit et de l'atrium gauche quasiment en même temps. Ensuite, donc là, il manque une fibre ici hein, qui passe dans l'atrium gauche. Ensuite, convergence des signaux vers le nœud atrioventriculaire. Et l'influx électrique va pouvoir passer au niveau du septum cardiaque par le faisceau de His, donc avec la branche ici droite et la branche gauche du faisceau de His. Et une fois arrivé au pôle apical cardiaque, chaque branche du faisceau de His va se diviser en en fibres de Purkinje ici, qui vont pouvoir distribuer l'activité électrique au niveau de tout le muscle cardiaque. Donc, on a en fait un vecteur électrique qui va dans ce sens-là, donc du haut à droite vers le bas à gauche. On comprend assez facilement. D'abord les atriums, le septum, faisceau de His et fibre de Purkinje. Donc, on a vraiment un axe comme ceci. Retenez-le, ça va être important pour la suite. Donc, c'est grâce à ça que le cœur fonctionne. Ensuite,
on va pouvoir passer au principe de l'ECG en lui-même. Donc l'ECG nécessite évidemment la mise en place d'électrodes. Donc comme je l'avais précisé tout à l'heure, on a 10 électrodes. On va avoir 6 électrodes dites précordiales qui vont être nommées de V1 à V6. On les appelle précordiales parce qu'elles vont être apposées au niveau du cœur, d'où le précordial. Et 4 électrodes frontales qui vont avoir des noms aussi, mais qu'on va repérer par des couleurs et qui vont être apposées au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Donc, si jamais on commence par les électrodes frontales, c'est les plus simples, on va avoir l'électrode rouge qui va être placée au niveau du poignet droit, l'électrode noire qui va être placée au niveau de la cheville droite, l'électrode jaune au niveau du poignet gauche et l'électrode verte au niveau de la cheville gauche. J'allais dire la cheville verte, la cheville gauche. Ensuite, on a les électrodes précordiales, donc V1 à V6, qui vont être placées d'une certaine façon. D'abord, les électrodes V1 et V2 vont être placées de part et d'autre du sternum au niveau du 4e espace intercostal, donc vraiment au niveau du bord du septum. Donc V1 au niveau à droite du sternum, 4e espace intercostal, et de l'autre côté du sternum, V2. Ensuite, V4 va être placé au niveau du 5e espace intercostal, mais aligné avec le milieu de la clavicule gauche. Donc, on parle d'axe médio-claviculaire gauche, 5e espace intercostal, V4 se place ici. Et entre les deux va se placer V3, donc au niveau de la côte, ici, entre V2 et V4. Ensuite, V5 va se placer dans la continuité de V4 et elle va se placer au niveau du début de l'aisselle. Donc là, ça ne se voit pas ici, mais si vous avez un patient, il lève le bras et l'axe du début de l'aisselle projeté au niveau de V4 ici, on place V5 et V6 juste à côté, alignés avec le plan médian axillaire gauche. Voilà. Donc, ces électrodes, ça se place plus ou moins facilement en fonction du patient parce que, évidemment, si on va avoir un patient plutôt mince, on va facilement voir les côtes, ça va être plus simple. Voilà, si on a plus de réseau adipeux en dessous de la peau ou même si on va avoir une pilosité élevée, ça va être plus compliqué, mais avec la palpation, ça se fait. Et le placement des électrodes est vraiment primordial pour le bon déroulement de l'ECG. Voilà. Et les électrodes frontales sont nommées ici la rouge AVR, la jaune AVL, la verte AVF. L'électrode noire n'est pas utile pour l'ECG en lui-même, lui c'est juste de borne terre. Il faut savoir qu'il y a 12 dérivations au niveau d'un tracé normal d'un ECG, 12 dérivations, mais pourtant il n'y a que 10 électrodes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il va y avoir 3 autres dérivations qui vont se placer en fait entre les électrodes frontales. Donc, on a la dérivation D1 qui va se placer entre AVR et AVL, D3 entre AVL et AVF et D2 entre AVR et AVF. Et ensuite, on a les 6 dérivations, donc D1, D2, D3, plus les dérivations AVR, AVL, AVF. Donc ça en fait 6, et les 6 autres, c'est les dérivations V1 à V6. Donc là, on a bien nos 12 dérivations de notre CG. Et petit aparté, vous remarquez que la dérivation D2 se situe parfaitement dans le vecteur électrique du cœur, c'est-à-dire du haut à droite vers le bas à gauche. Ça veut dire que la dérivation D2 va être celle qu'on va regarder en premier pour analyser un ECG, parce que c'est celle qui va être le plus représentative de l'activité électrique du cœur, puisqu'elle va être dans le même plan, dans le même vecteur, enfin le vecteur est le même. Donc,
les dérivations se placent comme ça, donc on a bien 12 dérivations. Maintenant, si on a 12 dérivations, évidemment, elles sont associées à certaines parties du cœur. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que les dérivations ne sont pas là par hasard. Il faut voir les dérivations comme différents points de vue au niveau du cœur, un peu comme si c'était des caméras qui vont observer le cœur sous un certain angle. Voilà, et ben, on a 12 dérivations, et ben, on a 12 angles euh, à partir desquels on peut observer l'activité électrique du cœur. Et donc, ça veut dire qu'au premier plan, pour chaque dérivation, ça va correspondre à un certain territoire. Et ben, c'est ce que j'ai présenté ici. On a les dérivations V1, V2 qui vont correspondre au pôle inférieur, pardon, au pôle antérieur du cœur, ainsi que V3 et V4. Donc on est sur la partie antérieure cardiaque. V1, V2, la partie antéroceptale, parce qu'elle est dirigée au niveau du septum du cœur, et la partie antéroapicale, parce que orientée vers le pôle apical du cœur. Ensuite, on va avoir le territoire latéral, qui va être représenté par les dérivations AVL, D1, V6, V5, avec V5, V6 latéral bas et D1 AVL latéral haut. Et enfin, on a les dérivations D3, D2 et AVF qui vont représenter le territoire inférieur du cœur. Ainsi, on va pouvoir avoir une réelle observation en 3D de ce cœur. Inférieur, antérieur, latéral. Et pourquoi inférieur, antérieur, latéral? Eh ben, c'est par rapport aux artères coronaires. Parce que le cœur va être irrigué lui-même en sang, il vaut mieux pour lui en tout cas, par deux artères coronaires. L'artère coronaire droite qui va irriguer le territoire inférieur du cœur, ici, comme on le voit, et l'artère coronaire gauche qui va se diviser en deux, la branche interventriculaire qui va irriguer tout le pôle antérieur du cœur et l'artère circonflexe qui va irriguer tout le territoire latéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on observe une anomalie, par exemple au niveau des dérivations latérales, eh ben, ça veut probablement dire qu'il y a un souci au niveau de l'artère circonflexe. S'il y a un souci au niveau des dérivations antérieures, eh ben, problème au niveau de l'artère interventriculaire. Et si on a un problème au niveau du territoire inférieur, eh ben, ça va être l'artère coronaire droite qui va être touchée. Voilà à quoi ça sert. Et ça, évidemment, on va en reparler après, mais ces histoires de dérivation et de territoire, c'est vraiment du par cœur. Si on vous dit AVL D1, bim, latéral haut. D2, D3, AVF, bim, un territoire inférieur. Ça va être un automatisme. Et on remarque ici qu'on a la dernière électrode AVR qui est complètement à l'opposé des 11 autres dérivations. Et ça, gardez-le pour le moment, on y revient après. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, on va voir comment se déroule en fait un tracé d'un ECG, donc les ondes, segments et intervalles. Comme je vous l'ai dit, on va surtout regarder la dérivation D2 qui est vraiment qui correspond au vecteur électrique du cœur. Donc, c'est la représentation d'un tracé qu'on a en tête correspond à la dérivation D2. Donc, ça commence par une ligne isoélectrique, c'est-à-dire qui n'est pas polarisée ni dépolarisée, parce que, évidemment, il faut savoir que les cellules cardiaques, donc les cardiomyocytes, c'est ces cellules qui vont pouvoir se contracter en recevant une activité électrique par repolarisation ou dépolarisation, parce que les cardiomyocytes sont naturellement chargés négativement, ce qui explique pourquoi quand on va avoir l'activité électrique qui va arriver, on va avoir une dépolarisation des cellules cardiaques, ce qui va se manifester par une onde qui va être positive.
puisque c'est négatif, elles deviennent chargées positivement. C'est une dépolarisation. Et quand les cellules reviennent à leur état normal, c'est une dépolarisation. Ça va être une onde qui va être négative. Voilà. Donc ici, on est isoélectrique, c'est-à-dire que toutes les cellules sont polarisées. Voilà. Ensuite, on va avoir l'onde P. Donc c'est l'influx électrique qui est passé par le nœud sinusal, c'est-à-dire qu'on va avoir une dépolarisation des atriums. Donc les cardiomyocytes atriaux vont être dépolarisés. On va avoir donc une onde P. Et comme l'influx électrique se propage en même temps dans les deux atriums, et ben on est censé avoir deux ondes P, une onde P pour l'atrium gauche et une onde P pour l'atrium droit. Mais comme les deux se dépolarisent en même temps, elles se confondent et forment une seule et unique onde P. Donc, dépolarisation atriale, c'est ce qu'on appelle également la systole atriale. Parce que dépolarisation systole, repolarisation diastole. Voilà. Ensuite, on va avoir l'intervalle PR. Donc, c'est le temps nécessaire à l'influx électrique pour traverser le nœud atrioventriculaire. D'accord? Donc là, on a une ligne isoélectrique à ce moment-là. OK? Ensuite, on va avoir le complexe QRS. Ça, c'est l'influx électrique qui aura parcouru le faisceau de His et qui aura dépolarisé les ventricules. Et donc, comme pour les atriums, donc ici, je l'ai marqué en rouge pour la dépolarisation slash systole, c'est la systole ventriculaire, donc la contraction ventriculaire. Et en même temps, il y a la repolarisation atriale, c'est-à-dire la diastole atriale. Et comme ça se fait en même temps et qu'il va y avoir une onde qui va être beaucoup plus importante pour les ventricules que pour les atriums, c'est pour ça qu'en fait, ça se fait en même temps. Donc c'est pour ça que le complexe QRS est si grand. C'est l'onde la plus importante. OK? Ensuite, on va avoir l'intervalle ST. Ça correspond au temps nécessaire entre la dépolarisation et la repolarisation ventriculaire. Et ça, c'est une ligne isoélectrique, tout comme l'intervalle PR. Donc, à ce moment-là, je le rappelle, on a eu contraction, relâchement des atriums et contraction des ventricules. OK? Et ensuite, à la fin, on a l'onde T qui correspond à la repolarisation ventriculaire, à la diastole ventriculaire. Donc, si jamais on récapitule, ligne isoélectrique, le sang arrive dans les atriums se contractent, l'onde P, donc le sang passe dans les ventricules. Ensuite, le complexe QRS, parce qu'on a la contraction ventriculaire qui se fait en même temps que le relâchement atrial. OK? Et ensuite, l'onde T, c'est le relâchement ventriculaire. Et cela se fait des deux côtés, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a la contraction ventriculaire, on va avoir le sang qui arrive de nouveau dans les atriums. Vous voyez, c'est pour ça que tout se fait en parallèle et à la suite. Donc, voilà comment se décompose en fait un tracé avec les différentes ondes, donc P, Q, R, S, T. Voilà. Et ça, c'est des ondes qu'on va analyser plus tard, même tout de suite, pour savoir, en fonction de l'aspect de ces ondes, si ça va être plus ou moins normal, ou plutôt physiologique. On ne parle pas trop de normalité en médecine. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse et l'interprétation d'un ECG. Donc, avant toute analyse, il faut que le tracé soit valide. Et cette validité du tracé ECG se fait avec trois éléments à vérifier. La vitesse et le voltage, si on a bien les électrodes placées aux bons endroits, et si on a présence ou pas de parasitage.
Donc, vitesse et voltage, c'est assez simple à retenir. La vitesse doit être de 25 mm par seconde et le voltage de 10 mm par millivolt. Ça, c'est important, c'est un peu une convention, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Après, il peut parfois être nécessaire de modifier ça, mais voilà, faut avoir voir l'habitude. Et, c'est comme ça que ça se fait de toute manière. Ça, c'est un ECG normal que j'ai présenté ici. Donc, toujours vérifier la vitesse et le voltage avant toute analyse. Euh, j'ai pas précisé, mais ici, c'est comme un papier calque, hein. C'est-à-dire qu'un grand carré va être composé de 25 petits carrés et chaque petit carré correspond à 1 mm. D'accord? Et donc 1 mm, on comprend alors que 25 mm par seconde, ça veut dire que 5 grands carreaux va correspondre à 1 seconde ici. D'accord? Mais retenez 1 mm, c'est un tout petit carreau, 5 mm, un grand carreau. Donc vitesse et voltage, vitesse 25 mm par seconde, voltage 10 mm par millivolt. Ensuite, inversion des électrodes. D'ailleurs, pas maintenant, inversion des électrodes. Donc ici, par exemple, oui, ça c'était un contre-exemple pour montrer que ici, on a un voltage qui est 2 fois plus faible et donc on va avoir des amplitudes des ondes qui vont être 2 fois plus petites. Donc vous voyez que là, c'est un tracé qui est assez spécial. Si je ne voyais pas ça, là, je parlerais de microvoltage et ça arrive. C'est pour ça que pour éviter de dire qu'il y a un microvoltage, ah non, l'amplitude est liée à, au voltage qui n'est pas bon. Donc, il faut remettre le voltage à 10 mm par millivolt et refaire le CG. Parce que, évidemment, l'amplitude, donc c'est-à-dire la hauteur des ondes, vont dépendre de ce voltage. Ok? Et la vitesse va jouer non pas sur l'amplitude, mais sur la durée des ondes. Voilà, maintenant on passe à l'inversion des électrodes. Là, il y a 3 choses à vérifier. Il faut vérifier les ondes P, c'est-à-dire il faut que l'onde P soit positive en D1 et en D2. Donc ici, je ne l'ai pas précisé, mais on a la dérivation D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, et V1, V2, V3, V4, V5, V6. Des fois, ça va être comme ça, en 3 x 4. Des fois, ça va être les 12 qui vont être l'un en dessous de l'autre, ou 6 et 6. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose, hein. Dans tous les cas, euh, les ondes P qui doivent être positives en D1 et en D2. Ensuite, il faut que la dérivation AVR soit négative. Alors, pourquoi AVR doit être négative? Eh bien, je vous rappelle que AVR est la dérivation, enfin, est l'électrode qui se situe complètement à l'opposé du vecteur électrique du cœur. Ça veut dire que techniquement, AVR doit être en totale inversion de la dérivation D2. C'est pour ça que AVR est négatif. Et ça, il faut bien vérifier que AVR est négatif, sinon ça veut dire que on a inversé les électrodes frontales, parce que comme AVR est à l'opposé de tout, eh ben, il n'y a aucune raison pour avoir une onde positive en AVR. Donc ça, c'est deuxième chose à vérifier. Et troisième chose à vérifier, sur les électrodes précordiales, donc de V1 à V6, il faut avoir un seul sommet des ampères. Ça veut dire que vous prenez le complexe QRS, vous prenez l'onde R, donc la plus grande onde ici, et vous regardez son amplitude au cours des dérivations précordiales, et vous les mettez les unes à la suite de l'autre. Et il faut qu'on ait un seul sommet ici. Donc vous voyez, là c'est le cas. On a un sommet ici en V4. Ok, c'est en V4 qu'on a l'onde la plus élevée. D'ailleurs, c'est pas en V4, c'est en V3, pardon. Et donc, on a un seul sommet. Et si on a plusieurs sommets, ça veut dire que les électrodes ont été inversées. On va voir des contre-exemples, justement. Ici, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. On remarque que les ondes P sont négatives en D1 et en D2. Et on a AVR qui est positive. Donc ça va pas. Et d'ailleurs, on a D2 qui est négative. Vous voyez,
les deux sont inversés. Donc là, on a une inversion des électrodes frontales. Donc là, il faut revoir le placement de AVR, AVL, AVF et la borne de terre. Enfin, même si la borne de terre, en général, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il y a un moyen mnémotechnique pour retenir le placement des électrodes frontales par rapport aux couleurs. Je vous ai dit, le rouge, poignet droit, donc en haut à droite, le noir en bas à droite, la cheville droite, le jaune en haut à gauche, poignet gauche, et verte en bas à gauche, cheville gauche. Le moyen mnémotechnique, c'est feu sur la, feu sur la braise et soleil sur la prairie. Donc, feu sur la braise, à droite, le feu en rouge, la braise en noir, enfin le charbon, quoi. Donc, le noir en bas et le rouge en haut à droite. Et à gauche, soleil sur la prairie, le jaune au-dessus du vert. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique que j'avais trouvé sympa. Revenons à nos électrodes, si vous le voulez bien. Et donc là, on a une inversion des électrodes frontales. Maintenant, un exemple d'inversion des électrodes précordiales. Ici, on remarque que si on met côte à côte de V1 à V6 l'amplitude des ondes R, on remarque qu'on a deux pics. On a un en V1 et un en V4. Ça veut dire qu'il y a une inversion entre les électrodes V1 et V3. D'accord? Parce qu'on remarque que si on inverse les deux, on aura la plus grande, enfin, on aura la grande ici qui sera juste à côté et on aura bien un seul sommet des ampères. Donc, avec l'habitude, vous pourrez savoir directement les électrodes qui auront été inversées. Donc ici, là, c'est les électrodes précordiales qui ont été inversées. C'est pas grave, on les replace, on refait le CG. Maintenant, le parasitage. Alors ça, c'est... alors, très sincèrement, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais je pense que c'est peut-être un défaut de la machine. Mais voilà, le parasitage, c'est vraiment quand on a des espèces de dents de scie sur toute la durée du tracé. Ça peut être embêtant, mais je ne vais pas vous le dire pourquoi. On verra ça tout à l'heure quand on verra l'analyse des ondes P. Donc, ça, c'était la troisième chose à vérifier pour la validité du tracé. Vitesse et voltage, inversion des électrodes, parasitage. Une fois que ça c'est réglé, on peut passer à l'interprétation générale de l'ECG, donc après validation de celui-ci. Là, il y a 4 trucs qu'on peut voir. Donc ça, c'est un peu comme prendre les constantes. C'est vraiment voilà, les trucs de base. Si on a un rythme sinusal, si le rythme est régulier ou pas, calculer la fréquence cardiaque et déterminer l'axe électrique du cœur. On va voir ça ensemble. Rythme sinusal. Tout simplement, ça veut dire que chaque onde P est suivie d'un complexe QRS et que chaque QRS est précédé par une onde P. Ça peut paraître redondant, les deux, et pourtant, il peut y avoir les deux cas. Donc, vous voyez, là, on a bien un rythme sinusal, on a bien onde P, QRS, onde P, QRS, onde P, QRS, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, on a l'exemple d'un QRS qui n'est pas précédé par une onde P. Vous voyez, on a l'onde P qui est ici. Là, il n'y en a pas. Ça, c'est l'onde T. Vous voyez, il n'y a pas d'onde P ici. Donc, on a ce qu'on appelle un QRS anticipé ou prématuré. Et ça, c'est ce qu'on appelle une extrasystole ventriculaire. Je vous donne les noms tout de suite, comme ça, voilà. Et à contrario, ici, on va avoir des ondes P, mais qui ne vont pas être suivies par un QRS. Vous voyez? Là, on a deux ondes P qui ne sont pas suivies par un QRS. Et on voit que c'est une onde P parce que c'est vraiment identique à ce qu'on a là. Ça, c'est des ondes P, on dit qu'elles sont bloquées. Et ça, c'est ce qu'on appelle un blocage atrioventriculaire. J'explique pas ce que c'est tout de suite parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc là, on n'a pas du tout de rythme sinusal. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai mis rythme sinusoïdal au lieu de sinusal. C'est une erreur de ma part, mais l'idée est là. Ensuite, est-ce que le rythme est régulier ou pas? Bon, ça, j'imagine que c'est assez parlant. Il suffit de vérifier que, par exemple, les ondes R soient espacées de manière égale. Les ondes R ou les autres ondes, hein, on s'en fiche en soi. Donc là, on voit qu'on a bien
un rythme régulier. On compte vous pouvez compter le nombre de carreaux entre les ondes R. Donc ici, il y a 5 carreaux entre chaque onde R. On voit que c'est le cas partout. Pas de souci, on a un rythme régulier. Et ici, en revanche, on voit que clairement, on n'a pas un rythme régulier, hein. On voit que les ondes R, c'est un peu à la Walligen, là. Et ici, c'est le signe d'une fibrillation atriale, pour information. Et alors, je tiens quand même à préciser un truc. Il faut que l'irrégularité du rythme soit vraiment flagrante. Vous voyez, Euh, le cœur n'est pas une machine. Le cœur a des défauts. Donc, il se peut que ce soit régulier avec des petites variations. OK? Donc, il faut vraiment que l'irrégularité soit flagrante comme ici. On n'est pas à 1 mm près, hein, quand on parle de rythme irrégulier. On est vraiment là à plusieurs millisecondes, hein. Donc, ça, c'est pour la régularité du rythme, facilement remarquable. Maintenant, la fréquence cardiaque. Alors, ça, c'est bête comme chou. Avec la vitesse du tracé de 10 mm par seconde, on va avoir cette formule 300 divisé par le nombre de grands carreaux entre deux ondes R, par exemple. Donc vous calculez, enfin vous comptez le nombre de grands carrés entre deux ondes R, vous vérifiez que c'est bien équivalent de part et d'autre, il faut évidemment avoir un rythme régulier, et vous divisez 300 par ce nombre. Donc 300, ça c'est par rapport au calcul des nombres de millisecondes, enfin de secondes et de grands carrés. Enfin voilà, je vous laisse faire le calcul, mais en tout cas, je vous prierai de me faire confiance. Ici, par exemple, on voit qu'entre deux ondes R, on a 5 grands carreaux. On fait 300 par 5, ça fait 60 battements par minute, fréquence normale. Euh, la fréquence classique est autour de 70 battements par minute. Voilà, 60, 80, voilà, autour de 70, on est sur une fréquence normale, physiologique. En dessous, ici, on voit qu'on a plutôt 2 carreaux et demi entre deux ondes R. On est plus sur du 120 battements par minute. Là, on commence à se pencher vers plutôt une tachycardie, hein. Donc un cœur qui bat rapidement. Et à contrario, à l'extrême inverse, ici on voit qu'on a plutôt 6 grands carreaux entre deux ondes R. Ça fait 50 battements par minute. Là, ça commence à faire lent, donc plutôt bradycarde. À prendre avec des pincettes parce que les sportifs de haut niveau vont avoir, enfin les gens qui font beaucoup de sport vont avoir un rythme qui va être plutôt ralenti au repos. Il n'y a il y a rien de dangereux là-dedans. Par contre, voilà, il faut pas que ce soit à l'extrême non plus, évidemment. Donc, une fois que tout ça est passé, on va déterminer l'axe électrique du cœur. Alors là, on va aller doucement parce que il y a quand même de quoi dire et c'est assez complexe à comprendre, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. L'axe du cœur correspond à au vecteur de dépolarisation du cœur. Ok, donc je vous ai dit, je rappelle, dépolarisation atriale suivie de dépolarisation ventriculaire, on a bien l'axe qui se fait dans ce sens-là. Et ça, comme c'est l'axe normal, l'axe physiologique, eh ben, on remarque que ce vecteur de dépolarisation se situe, enfin, c'est entre guillemets encadré de manière orthogonale par les dérivations D1 et AVF. D'accord? On voit qu'on a ici presque un repère orthonormé, et enfin plutôt orthogonal. Et c'est ces dérivations-là qu'on va prendre pour déterminer l'axe du cœur. Avec le signe de D1 et AVF. Le signe d'une dérivation correspond en fait au signe des ondes qui vont être dedans. Donc, et c'est le complexe QRS qui va déterminer le signe de la dérivation, étant donné que c'est l'onde la plus grande. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on va représenter ce qu'on appelle un cadran, comme si c'était pour un repère trigonométrique, hein. Donc, on va avoir la dérivation D1 à l'horizontale et la dérivation AVF à la verticale, et orientée vers la droite et vers le bas. Donc, on se retrouve dans la même configuration que le cœur ici, hein. Ensuite,
Donc ici, j'ai mis les valeurs des degrés, mais ça, n'y faites pas attention tout de suite. Maintenant, ce cadran, on va pouvoir le remplir en fonction du signe de nos dérivations. Donc, comme l'axe de la dérivation est à l'horizontale comme ceci, il faut imaginer que quand c'est isoélectrique, on est au milieu. Et si D1 est positive, on va être du côté droit. D'accord? Donc c'est vraiment comme un axe, hein. C'est, voilà, il y a vraiment, faut vraiment imaginer un axe orthogonal. Donc si D1 est positive, on va être dans la partie droite du cadran. Si D1 est négative, on va être dans la partie gauche du cadran. D'accord? Maintenant, si c'est AVF, là, ça va être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va être dans ce sens-là. D'accord? Et donc, si AVF est positif, on va être dans la partie basse du cadran, puisqu'on n'a pas un repère qui est orienté vers le haut, mais vers le bas. Donc, si c'est positif, on est vers le bas, et si c'est négatif, on est vers le haut. Et la combinaison du signe de D1 et de AVF va remplir un quart du cadran. Et c'est ce quart qui va correspondre à la direction du vecteur électrique du cœur. On va voir les différents cas qu'on peut obtenir. Il y en a évidemment 4. Si jamais on a D1 et AVF qui sont positifs, donc on a D1 positif, donc la partie droite, et AVF positif, donc la partie basse. Et la combinaison des deux, ça donne le quart en bas à droite qui va être plus foncé, et donc l'axe se dirige dans cette direction-là, et c'est bien l'axe du cœur qui va être normal. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que D1, D2 était positif, et AVF est aussi positif en conditions physiologiques. Il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, ça va un peu plus que le quart. Ici, on va jusqu'à moins 30 degrés, d'accord? Donc, si on a un axe qui monte jusqu'à 30 degrés, on est toujours, enfin, moins 30 degrés, on est toujours dans l'axe physiologique du cœur. Donc, ici, D1 positif, AVF positif, l'axe normal. Si on a D1 négatif maintenant, c'est-à-dire donc cette fois la partie gauche du cadran qui est remplie et la partie basse parce que AVF positif, on voit que l'axe électrique va être dévié vers la droite. Donc vers la droite, vous vous souvenez, du point de vue du patient, donc vers la gauche pour nous, mais vers la droite ici. Donc on a ce qu'on appelle un cœur dévié, un axe dévié à droite, ou alors un cœur droit. Un cœur droit, ça signifie en fait qu'on va avoir un cœur droit euh, qui va être un peu hypertrophié et qui va fonctionner plus que d'habitude. C'est pour ça que l'axe va être dévié vers la droite. Le cœur droit va être plus gros, soit un grossissement du cœur droit, soit un rétrécissement du cœur gauche. Un rétrécissement du cœur gauche peut être lié à une ischémie. Un grossissement du cœur droit peut être euh, expliqué par une embolie pulmonaire, parce qu'on va avoir on peut avoir, admettons qu'on ait une thrombose ou une embolie au niveau de l'artère pulmonaire, donc l'artère qui sort du cœur, et ben comme c'est sténosé ou bouché, le cœur va devoir pomper plus fort pour que le sang y passe. C'est pour ça qu'il va être hypertrophié vers la droite, par exemple. Les deux autres cas, donc on va avoir D1 négatif vers donc, la partie gauche, AVF négatif la partie haute. Donc quand les deux sont négatifs, on a un axe qui va être orienté vers le haut et vers la droite. Donc on a un cœur qui va être hyper droit, donc entre moins 90 et moins 180 degrés. Et enfin, si on a D1 positif et AVF négatif, on va avoir un cœur qui va être dévié à gauche, comme on le voit ici, et donc on part de cœur gauche. Donc là, pareil que tout à l'heure, soit un gros cœur gauche, soit un petit cœur droit. Maintenant, il y a une petite subtilité pour le cœur gauche parce que vous vous souvenez que le cœur normal, que l'axe normal comprenait
la partie jusqu'à moins 30 degrés. Du coup, comment savoir où se place l'axe? Est-ce qu'il est vraiment à gauche ou est-ce qu'il est quand même dans l'axe normal? Eh bien, ça, c'est la dérivation D2 qui va nous le dire. Vous vous souvenez que la dérivation D2 est dans ce sens-là. Donc, il faut imaginer une troisième flèche avec D2 par ici. Et si D2 est positive, ça veut dire qu'on va être dans cette partie-là du cadran. Et donc, l'axe va être dans les 30 degrés, entre 0 et moins 30 degrés. Donc, on a un axe normal si D2 est positive. Mais si D2 est négatif, eh ben, on va être dans cette partie-là du cadran. Et donc, on va avoir réellement un axe dévié à gauche avec un cœur gauche. Ça peut paraître enfin pas très concret tout ça, mais ça, pour moi non plus au début, je peux vous dire que voilà, j'ai mis assez longtemps à comprendre tout ça et je voulais surtout le comprendre au maximum pour pouvoir l'expliquer, mais maintenant c'est clair. Et donc ça, euh, en regardant un ECG, au début vous allez tracer les cadrans, hop, D1 est positif, on colorie ici, AVF est négatif, on colorie en haut. Ah, du coup, on regarde D2, D2 est négatif, donc on est dans ce cas-là, on a un cœur dévié à gauche. Voilà. Ça peut être très rapide, hein, mais on fera des exemples tout à l'heure. Et donc, c'est ce qui va conclure l'interprétation générale d'un ECG. Maintenant, on va pouvoir passer à l'interprétation spécifique. Pour cette interprétation spécifique, on remarque qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être interprétées. Donc, l'onde P, l'intervalle PR, l'onde Q, le complexe QRS, l'intervalle ST et l'onde T. Je vais boire un coup, pardon. Je parle beaucoup, naturellement. Donc, on va pouvoir commencer par l'onde P. L'onde P doit être présente, elle doit être positive et elle doit être petite pour être physiologique. Donc, exemple. Donc, au cours de cette présentation, je vais afficher un certain nombre de CG réels pour pouvoir vraiment tout vous montrer. Ici, donc, si donc là, on va partir sur la présence ou non de l'onde P. Si jamais l'onde P elle est absente, elle est soit non remplacée, soit remplacée par des trémulations. Ici, il y a les deux exemples. Donc ici, c'est remplacé dans les deux cas par des trémulations. C'est des petites vagues en fait. On parle de dents de scie ou de toit d'usine, mais trémulation, je trouve ça plus joli. Donc ici, on voit que sur ces tracés, on n'a pas donc de P avant le QRS, mais on a des petites vagues, donc des trémulations, que ce soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Et donc, si on a des trémulations, une onde P absente est remplacée par ça, ça va être signe de deux pathologies, soit un flutteur atrial, soit une fibrillation atriale. Et on va les deux par rapport à la régularité du rythme. Si jamais le rythme est régulier comme le cas en haut, c'est un flutteur atrial. Si c'est irrégulier comme ici, ça va être une fibrillation atriale. D'ailleurs, il y a un E à atrial ici, petite erreur. J'adore voir mes fautes d'orthographe au moment où je tourne, j'adore. Bref, évidemment, si jamais l'onde P elle est absente, ça veut dire que on va avoir un trouble du rythme qui va être atrial. Ok? D'où le flutteur et la fibrillation. Donc ça, c'est si jamais l'onde P est remplacée par les trémulations. Mais si l'onde P est non remplacée, on va avoir d'autres cas. Et là, si l'onde P est non remplacée, on le voit ici, il n'y a pas d'onde P, hein, mais elle ne s'est pas remplacée, on a la ligne isoélectrique. Et bien là, ça va être l'épaisseur du QRS qui va nous orienter. Si le QRS est fin, c'est-à-dire inférieur à 3 mm, donc 3 petits carreaux, et ben, ça veut dire qu'on n'a pas une arythmie atriale, mais une arythmie jonctionnelle. Donc c'est une tachycardie jonctionnelle. Et on voit ici qu'on a deux grands carreaux entre deux pics. Donc on a une fréquence à 150 battements par minute. On commence à être vraiment très tachycarde. Donc tachycardie jonctionnelle. Et jonctionnelle pourquoi? Ça veut dire qu'on a un souci au niveau du nœud atrioventriculaire.
puisque c'est le nœud qui fait la jonction entre les atriums et les ventricules, d'où l'arythmie jonctionnelle. Si le QRS est fin, si le QRS est large, supérieur à 3 mm, et ben là on a 4 autres cas. Donc attention, je vous ai dit que c'était complexe. Donc, si l'onde P est absente et qu'elle est non remplacée avec un QRS large, supérieur à 3 mm, soit on a des QRS qui vont être prématurés. C'est le cas ici, c'est-à-dire si on a un QRS qui se fait avant le temps normal, ici, on voit que c'est prématuré, et ben c'est une extrasystole ventriculaire. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà présenté tout à l'heure. L'extrasystole ventriculaire, ça veut dire que c'est les ventricules qui vont se contracter trop tôt. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est une extrasystole. C'est une dépolarisation ventriculaire prématurée. Si jamais on a des QRS avec une amplitude et une durée constante, comme c'est le cas ici, c'est tout simplement, entre guillemets, une tachycardie ventriculaire, donc vraiment le cœur qui bat trop vite. Et c'est même voilà, les ventricules qui se contractent trop rapidement. Les deux autres cas, si jamais on a une durée des QRS qui sont constants, mais avec des amplitudes variables, comme c'est le cas ici, on voit que ça varie, ça fait des bosses. C'est ce qu'on appelle une torsade de pointe. C'est un type de tachycardie ventriculaire qui est évidemment plus grave. Et enfin, si jamais on a des QRS à amplitude et durée variable, c'est la fibrillation ventriculaire et c'est le cas le plus grave qui peut, sans traitement, amener à ce qu'on appelle une asystolie, le fameux tracé plat, la mort. Youpi! Voilà. Voilà. C'est évidemment pas ouf. Et les 4 cas que j'ai présentés sont dans l'ordre croissant de gravité. C'est-à-dire qu'une extrasystole ventriculaire qui n'est pas traitée peut amener à une torsade de pointe et qui peut amener à une fibrillation ventriculaire. Voyez? Donc, l'onde P peut déjà nous orienter sur 4, 5, 6, 7 pathologies différentes. Donc, pardon, je le rappelle, flutter atrial, fibrillation atriale, tachycardie jonctionnelle, tachycardie ventriculaire, extrasystole ventriculaire, torsade de pointe, fibrillation ventriculaire. Maintenant, les extrasystoles ventriculaires, il y en a de plusieurs types. Il faut savoir si c'est maligne ou bénigne. Si c'est une ESV qui est bénigne, eh ben, il n'y a pas besoin de s'affoler, pas de traitement particulier, c'est pas grave. Par contre, si c'est des ESV malignes, là, ça peut être grave et c'est quelque chose à traiter. Pour savoir si une ESV est maligne, et ESV extrasystole ventriculaire, il y a 3 possibilités. Si jamais on a plusieurs extrasystoles qui vont être d'affilée, comme c'est le cas ici. Là, on en a 2 l'une à la suite de l'autre. Ça, c'est un signe, on appelle un point de malignité. Si le SV est polymorphe sur le même tracé, donc ici, on en a une ici et on en a une ici. On voit que on a 2 formes d'extrasystole qui sont différentes. Donc, on a un polymorphisme, c'est un signe de malignité. Et enfin, ici, avoir la position du QRS sur l'onde T précédente. C'est le cas ici. Donc, on a un QRS, l'onde T, et hop, un deuxième QRS. Donc, une extrasystole qui est ici positionnée sur l'onde T. Si vous avez un de ces 3 cas, on a une ESV qui est maligne. Et donc, c'est plutôt grave. Si on n'a aucun de ces cas-là, on a une ESV qui est bénigne. Donc, si on résume pour la présence de l'onde P, si elle est absente et qu'elle est remplacée par des trémulations, si le rythme est régulier, c'est un flotteur atrial. Si le rythme est irrégulier, c'est une fibrillation atriale. Si l'onde P est non remplacée par des trémulations et que les QRS sont fins, c'est une tachycardie jonctionnelle. Si les QRS sont larges, supérieurs à 3 mm, si on a des QRS prématurés, on va avoir des ESV, donc extrasystoles ventriculaires, qui vont être malignes si on a plusieurs, si elles sont polymorphes et si elles sont positionnées sur l'onde T, et elles sont bénignes dans les autres cas.
Si les complexes QRS sont d'amplitude et de durée constante, tachycardie ventriculaire. Si amplitude variable et durée constante, torsade de pointe. Et si tout est variable, fibrillation ventriculaire. Voilà, ça c'est pour si l'onde P est présente ou non. Maintenant, il faut que l'onde P soit positive. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si jamais c'est négatif en D1, D2, et inversion des électrodes frontales. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ça, pas grand-chose à dire. Maintenant, pour la taille de l'onde P. L'onde P doit être petite, c'est-à-dire que pour être physiologique, elle doit faire maximum 2,5 mm d'amplitude et de durée. Donc, comme sur un grand carreau fait 25 petits carreaux, ça veut dire que 2,5 mm correspond à la moitié d'un grand carreau, que ce soit en amplitude ou en durée. Donc, vous prenez un quart d'un grand carreau, il faut que l'onde P se situe dans ce quart. C'est le cas ici. Elle est plus petite que 2,5 en durée et en amplitude. On a une onde P qui est physiologique. Maintenant, si jamais l'onde P est supérieure à 2,5 mm en amplitude ou en durée, c'est le signe d'une hypertrophie atriale. Donc, c'est-à-dire des atriums qui vont être plus gros que la normale, qui vont travailler plus. Et pour différencier l'hypertrophie atriale droite ou gauche, hypertrophie atriale droite, un E, décidément, je suis désolé. Et en même temps, mon diapo, je le faisais tard le soir en général, donc c'est vrai que des fois, il perd des coquilles. Pour repérer une hypertrophie atriale droite, il faut que l'onde P soit ample, c'est-à-dire qu'elle soit très grande, supérieure à 2 mm, à 2,5 mm en amplitude, en grandeur, si au privé ou en hauteur. C'est une hypertrophie atriale droite. Si jamais l'onde P, elle est plus grande en durée et même bifide, c'est-à-dire qu'elle forme deux bosses, ça c'est une hypertrophie atriale gauche. Alors pourquoi on est dans ce cas-là? Eh bien, l'hypertrophie atriale droite, elle ne peut pas s'exprimer dans la durée parce que l'atrium droit va être suivi par l'atrium gauche. Donc, l'hypertrophie droite ne peut pas s'exprimer en durée parce qu'elle va être limitée par la durée de la dépolarisation atriale gauche. Donc, elle va s'exprimer en amplitude, d'où ce cas-là. Par contre, l'atrium gauche, il va pouvoir exprimer son hypertrophie dans la durée, puisqu'il va pas, il est pas limité par une autre onde juste après, avant l'intervalle PR. Donc, on va avoir deux ondes P, donc une onde P bifide supérieure à 2,5 mm en durée. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir différencier les deux. Donc, hypertrophie atriale, si on a qui touche la grandeur, l'amplitude et la durée de l'onde P. Donc, on a terminé pour l'onde P. Donc, vous voyez que juste avec une seule onde, mine de rien, on peut dire quand même pas mal de trucs. Là, on a quand même pu identifier 9 pathologies avec une seule onde. Vous voyez qu'avec tout ce qu'on peut analyser sur un tracé, on peut quand même dire pas mal de choses. Maintenant, on va passer à l'intervalle PR. Donc, je rappelle, c'est l'intervalle qui est situé entre les ondes P et le complexe QRS. Et c'est, je le rappelle, le temps nécessaire à l'infiltrique pour traverser le nœud atrioventriculaire. L'intervalle PR est physiologiquement une durée située entre, on va dire, autour de 3 mm. Entre 3 et 5 mm, on est dans une durée physiologique. Si on a un intervalle PR qui va être court, c'est-à-dire, donc, par exemple ici 2 mm, même 1 mm, on va avoir ce qu'on appelle un syndrome de Wolff-Parkinson-White, et c'est le cas si on a aussi une onde delta. Donc ça, on le voit au niveau du début du QRS, on a un épaulement qui se fait, vous voyez que l'on n'a pas ici, ici c'est bien droit, ici on a un épaulement, c'est une onde delta qui est associée à un PR court, on voit que c'est très court ici, hein.
eh ben, c'est un syndrome de Wolff-Parkinson-White, donc PR court. On peut avoir un PR long, donc supérieur à 3 à 5 mm. D'ailleurs, c'est supérieur ici. Je ne sais pas si je peux y modifier directement, mais je peux ou pas? Oui, je crois. Donc ici, c'est supérieur, hein, à 2-3 mm. Donc, l'intervalle PR long, c'est un signe de blocage atrioventriculaire. Ça veut dire qu'il y a un problème de conduction de l'influx électrique entre les atriums et les ventricules. C'est ce qu'on appelle un BAV. Et ça peut être une urgence absolue. Et donc, on voit que le PR est long ici. On voit que entre l'onde P et le complexe, il y a quand même une sacrée durée, si bien qu'on a presque une durée équivalente entre QRS, T, TP, PR. Vous voyez, c'est assez troublant. Et les blocages atrioventriculaires, il y en a de 4 types. Alors, si on a juste un intervalle PR qui est long, sans plus, c'est un BAV de premier degré. Donc, c'était le cas de ce qu'on a vu juste avant. Si jamais on a une onde P qui va être bloquée après un allongement successif de l'intervalle PR. Vous savez, l'onde P bloquée, c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure. C'est une onde P qui ne va pas être suivie par un complexe QRS qui est censé se trouver à cet entour-là. Donc là, on a une onde P bloquée, donc c'est un blocage atrioventriculaire de deuxième degré. Par contre, deuxième degré, il y en a de 2 types. Deuxième degré Mobitz 1 ou Mobitz 2. Si jamais on a un intervalle PR qui va augmenter en durée juste avant l'onde P bloquée, on voit que ici, ça a une certaine durée, et ici, c'est un peu plus long, et juste après, l'onde P est bloquée. On a le blocage qui va être, entre guillemets, prévenu par un allongement successif de PR. Et bien ça, c'est BAV deuxième degré, Mobitz 1. Si jamais on n'a pas un allongement successif de PR, c'est-à-dire qu'on a une onde P qui va être bloquée, mais sans un allongement de PR, comme c'est le cas ici, ça c'est ce qu'on appelle un BAV deuxième degré, Mobitz 2. Et enfin, le BAV de troisième degré, le plus grave, c'est quand on a une dissociation totale des rythmes atriaux et ventriculaires. Ça c'est grave parce que ça veut dire que les atriums et les ventricules ne battent plus de manière jointe, de manière jointive. C'est-à-dire que chacun bat de son côté et on s'en fout de savoir qui s'est contracté en premier ou pas. Et ça se voit très bien parce qu'on va avoir un rythme des ondes P. Donc on a onde P ici, 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 ici. Donc on a les ondes P qui vont être de manière régulière ici. Et on a les QRS qui vont être également réguliers. Et ça montre bien une dissociation totale entre les deux rythmes. C'est un BAV de troisième degré. Et pareil, ici, on augmente en gravité vers le bas. Donc, blocage atrioventriculaire en cas de PR long. Maintenant, on va passer à l'onde Q. Alors, l'onde Q, elle va être pathologique si elle est ample, large ou seule dans un aspect QS. Donc, je rappelle que l'onde Q, c'est une petite onde qui est négative quand QRS, enfin qui est discordante en termes de signe avec QRS et qui est normalement petite. C'est-à-dire qu'elle doit être petite, donc elle doit être inférieure au quart de l'onde R. Elle va être large si elle va être supérieure à 1 mm. Alors décidément, j'ai du mal avec les signes. Je vais corriger ça. Elle est ample si elle est supérieure au quart de R. Elle va être pathologique si elle est large, c'est-à-dire supérieure à 1 mm. D'accord, donc un petit carreau. Ou si elle est seule dans un aspect QS. Donc, je rappelle que l'onde Q pathologique est signe d'une ancienne nécrose. On parle d'une onde Q de nécrose. Donc si on a une onde Q pathologique, ça veut dire que le patient a eu dans le passé un IDM, donc un infarctus du myocarde, et on peut savoir d'où il vient en fonction de où se situe l'onde Q de nécrose. D'accord? Si jamais on observe une onde Q de nécrose dans les dérivations
D3, D2 et AVF, c'est-à-dire que ce patient a fait dans son passé un IDM au niveau du territoire inférieur et donc un socio au niveau de l'artère coronaire droite. On va voir ça. Ceci, c'est une onde Q physiologique. On voit qu'elle est minuscule, hein. Normalement, elle est à peine visible. Mais des fois, elle n'est même pas visible du tout, hein. Et ici, à contrario, on a une onde Q qui est quand même très ample, hein. Elle est quand même, elle fait presque la même taille que l'onde R. Ça, c'est pas normal du tout. Ça, c'est sur la dérivation D2. Si on observait la même chose sur les dérivations D3 et AVF, on aurait un ancien IDM sur le territoire inférieur. Donc ça, c'est ce que peut montrer l'onde Q. Maintenant, si on passe du côté du complexe QRS, la première chose qu'on peut voir assez facilement, c'est si on a un aspect en M ou en W de l'onde R. Vous voyez, ici, l'onde R peut être en forme de M, ici, ou alors si, elle peut être en forme de W si le QRS est négatif. Dans tous les cas, on a une onde R qui va être bifide. On parle d'effet R et R' aussi. Ça veut dire que, en fait, on a la dépolarisation des deux ventricules qui ne se font pas en même temps. C'est-à-dire qu'on a un ventricule qui se dépolarise en premier et le deuxième un peu après. C'est pour ça qu'on a deux ondes R. C'est un peu comme les ondes P. Normalement, les deux atriums se dépolarisent en même temps, donc ça forme une seule onde P. Mais quand on a une hypertrophie atriale gauche, on va avoir deux ondes P, donc par rapport aux deux atriums qui ne se dépolarisent pas en même temps. Et ben, c'est ce qui se passe ici. Et en fonction de où se trouve cet aspect en M, et ben, on va pouvoir dire si c'est un problème à droite ou à gauche. Et ça, c'est le signe donc d'un problème de conduction de l'influx électrique dans une des branches du faisceau de His. Forcément, si jamais l'influx électrique n'arrive pas en même temps dans les deux ventricules, ça veut dire que c'est le faisceau de His qui a eu un souci de conduction. Enfin, c'est à ce niveau-là que le souci de conduction s'est fait. Et c'est ce qu'on appelle un bloc de branche. On appelle BB, donc BBG à gauche, BBD à droite. Et donc évidemment, vous vous souvenez où se trouvent les dérivations précordiales. Si c'est au niveau des dérivations V1, V2 qu'on a cet aspect en M, ça veut dire que c'est sur la partie droite du cœur qu'on a un souci. Donc c'est un bloc de branche droit. Et donc c'est la branche droite du faisceau de His qui a un souci, qui empêche la conduction. Et c'est bien un blocage, c'est-à-dire que l'électricité ne passe plus au niveau de l'onde, au niveau de la branche droite du faisceau de His. Et du coup, le faisceau électrique se propage à partir du ventricule gauche. C'est pour ça que le temps, je vais retrouver mon truc ici. Donc, on a imaginé les deux faisceaux de His ici. Si le faisceau droit est bloqué, ça veut dire que l'électricité, enfin, l'influx électrique passe dans la branche gauche, dépolarise le ventricule gauche, et après, il faut le temps de passer jusqu'ici pour dépolariser le ventricule gauche. C'est pour ça qu'on a d'abord le droit qui se dépolarise, puis le gauche ensuite. C'est pour ça qu'on a deux ondes R. Voilà. Et évidemment, on retrouve la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que si c'est les dérivations V5, V6 qui sont touchées, donc ça va être un bloc de branche gauche. Donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Pour le complexe QRS, une autre chose qu'on peut déterminer, c'est si on a un rabotage de R. Ça, c'est si on a une onde R qui est plus petite, presque imperceptible, comme c'est le cas ici et ici. Mais ici, en fait, on a donc une onde R qui est très très petite, presque pas présente en fait. Et ça, quand on a un rabotage de R, c'est un signe d'un infarctus du myocarde, surtout quand il est complété avec une onde Q de nécrose avec un effet QS. C'est ça un effet QS que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on n'a pas d'onde R entre l'onde Q et l'onde S. C'est ça un effet QS.
Donc ici, comme on est sur la dérivation AVL, eh ben, on est probablement sur un IDM latéral haut, si on a la même chose dans la dérivation D1. Mais il faut faire attention avec les rabotages de R. Vous voyez, ici, on a une onde R qui n'est pas présente avec un effet QS. Donc on se dit, ah, un IDM. Sauf qu'ici, on est dans la dérivation AVR. On n'oublie pas que AVR, tout est négatif. Donc en fait, l'onde R, elle est là. Il faut imaginer ça dans l'autre sens. Donc là, on n'a pas un rabotage de R. Il faut faire attention. Je l'ai mis exprès. Il faut vraiment faire attention avec la dérivation AVR, pas dire n'importe quoi. Maintenant, on va parler de l'intervalle ST. On arrive bientôt à la fin. Bon courage. On en est à 1h10 de vidéo. On arrive à la fin. On va essayer de rester concentré. Maintenant, le segment ST va être comparé au segment PR parce que, vous vous souvenez, le segment ST est un segment qui est isoélectrique. Donc, il n'est pas censé être polarisé ou dépolarisé. Il est censé être au même niveau que l'intervalle PR, enfin que le segment PR. Je précise intervalle et segment. L'intervalle, c'est le temps entre deux ondes. Et le segment, c'est vraiment la ligne qu'il y a dans l'intervalle. Donc évidemment, dans l'intervalle ST, ce qu'on va regarder, c'est le segment. OK? Voilà. Par contre, pour l'intervalle PR, ce qui nous intéressait, ce n'était pas vraiment le segment, c'était plutôt la durée de l'intervalle. C'est pour ça que là, je parlais vraiment d'intervalle. Ici, on parlera de segment. Et en fait, tout simplement, le segment ST, donc comme je dis, sera comparé au segment PR. Les deux sont censés être isoélectriques. Si le segment ST se trouve au-dessus du segment PR, comme c'est le cas ici, on voit que le segment ST, il est au-dessus de PR. C'est ce qu'on appelle un sus-décalage. Et s'il est décalé en dessous du segment PR, comme c'est le cas ici, là on a PR et on a ST qui est ici, on va avoir un sous-décalage de ST. Et ça se vérifie, vous voyez que c'est quand même assez, voilà, ça se voit très bien. Et quand on a quelque chose comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va regarder concrètement? Et bien en fait, on va regarder le point, on appelle un point J. Le point J, c'est le point à partir duquel le segment ST va être horizontal. Vous voyez? Et c'est le point qui est ici. On voit qu'ici, on est sur l'horizontale. Et ici, ce serait à cet endroit-là. Ici, c'est horizontal. Il faut imaginer, en fait, il faut que en gros, pour les matheux, il faut regarder le point à partir duquel la tangente à la courbe est horizontale. Donc, c'est le cas ici, ça va être ce point-là, ça va être ce point-là. Et on regarde ça avec le prolongement de PR. Et là, on est bien en sous-décalage. Et ici, on est bien en sus-décalage. Ici, on sus-décalage de ST en D2. Donc, on va avoir un infarctus du myocarde parce que l'intervalle, un sus-décalage de ST est signe d'un infarctus du myocarde. D'accord? Donc ici, il serait inférieur si présent sur D3 et AVF. Et important, il y a la règle des deux. Le décalage, pour être pathologique, il doit mesurer plus de 2 mm, donc plus de 2 petits carreaux entre l'intervalle, enfin, entre le segment PR et le segment ST, sur au moins 2 dérivations contiguës et sur au moins 2 ECG. Les 2 dérivations contiguës, je l'avais écrit, mais je ne l'ai pas précisé pour l'onde Q. Comme la nécrose va concerner un territoire entier, évidemment, pour que l'onde Q soit pathologique, il faut qu'elle soit présente sur au moins 2 dérivations contiguës. Donc 2 dérivations qui se suivent. D'accord? Par exemple, pour avoir si on a un IDM au niveau du territoire latéral haut, eh ben, il faut qu'on ait une onde Q sur les dérivations D1 et AVL. On ne peut pas avoir une onde Q pathologique qui soit pathologique sur une seule dérivation. C'est pas possible. Sinon, c'est pas pathologique. Si c'est un territoire entier, si c'est, admettons que ce soit tout le territoire antérieur qui soit nécrosé, là, ça va être les dérivations V1 à V4 qui vont présenter une onde Q de nécrose. D'accord?
Donc ça, c'est très important et c'est le même cas ici parce qu'il s'agit d'IDM également, mais cette fois sur deux ECG pour que ce soit significatif. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'avec les sous-décalages, parce que le sus-décalage est signe de ST, donc de IDM ST+, on parle de ST+, hein, quand on a un IDM avec un sus-décalage de ST, mais quand on a un sous-décalage de ST, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que c'est juste un sous-décalage? Bah, la réponse est non, parce que, donc, je vais le rappeler, on va distinguer deux choses, le STEMI ou le NSTEMI. Le STEMI, ça veut dire ST Elevation Myocardial Infraction, donc ça veut dire vraiment un infarctus du myocarde ST+, donc avec présence d'un sus-décalage de ST, ou alors le NSTEMI, c'est le Non-ST Elevation Myocardial Infarction, donc là c'est un IDM, mais qui ne présente pas un sus-décalage de ST. Donc si je résume, pareil, petit aparté, dit infarctus et pas infractus. J'ai envie de les tuer, ceux qui disent infractus à chaque fois. Bref, ça c'était pour moi. S'il y a un sus-décalage de ST, on est dans un STEMI. Et dans les autres cas, on est un N-STEMI, c'est-à-dire quand il y a un sus-décalage transitoire, ou si on a un sous-décalage, c'est un N-STEMI, ou une onde T ample ou onde T inversée. Donc pour les ondes T, on verra ça à la fin. En gros, s'il y a un sous-décalage, ça nécessite de vérifier s'il y a l'absence d'un sus-décalage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un miroir. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont être le miroir de l'autre. Donc un sous-décalage dans un territoire peut être marqué par un sus-décalage dans un autre territoire. Ok? Par contre, si on a un sus-décalage, il y aura forcément un sous-décalage quelque part par effet miroir. Par contre, un sous-décalage peut être soit un sous-décalage classique, seul, soit seulement le reflet d'un sus-décalage et donc d'un STEMI. Vous voyez, il faut faire très attention. Et donc, il faut voir cette histoire de territoire miroir. Donc, pour les miroirs, il faut retenir cette figure. Donc, ici, on a le territoire inférieur qui va être le miroir du territoire latéral haut et inversement. C'est-à-dire que si vous avez un sous-décalage en latéral haut, il faut vérifier si vous n'avez pas un sus-décalage en inférieur pour être sûr que ce soit pas un sus-décalage et uniquement un sous-décalage. Ok. Ensuite, on va avoir le territoire 1 antérieur qui va avoir comme miroir le territoire inférieur et on va avoir le territoire postérieur qui va avoir comme miroir le territoire antérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un sous-décalage dans le territoire antérieur, eh bien, il faut voir euh, le, le territoire qui est en miroir du territoire antérieur, c'est-à-dire le territoire postérieur. Et pour faire ça, il faut faire un ECG à 15 dérivations. C'est-à-dire qu'il faut rajouter les dérivations V7, V8, V9 qui se placent au niveau du dos, hein, derrière le cœur. Et si on a un sus-décalage dans ces dérivations postérieures, ça veut dire que le sous-décalage antérieur était juste un effet miroir de l'infarctus du myocarde postérieur. Ensuite, si jamais vous avez un sous-décalage en latéral bas, il faut faire un autre CG avec les dérivations. Donc V1 on l'a, V3R, V4R. Donc ces dérivations 3 et 4R se situent en fait en symétrique par rapport au sternum des dérivations V3 et V4. Au même endroit, mais de la partie droite du sternum, d'où le R, j'imagine. Si on a un sus-décalage dans les dérivations droites, c'est qu'on a un infarctus droit et que le sous-décalage était juste un miroir. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, si jamais vous avez un sous-décalage en inférieur,
pour vérifier que ce soit juste un sous-décalage, vérifier qu'on n'ait pas un sus-décalage en antérieur et en latéral haut, comme les deux sont les miroirs. Il faut bien faire attention avec ces histoires de miroirs, mais je vais vous donner un exemple. On garde notre figure de ce côté. Ici, on remarque qu'on a un sus-décalage en D2, D3 et AVF. On voit qu'on a clairement un sus-décalage de plus de 2 mm sur 3 dérivations contiguës, en imaginant que ce soit le cas sur 2 ECG. Vous vous souvenez la règle des 3-2. Donc, ici, on a bien un sus-décalage. Donc, on a ici un infarctus du myocarde du territoire inférieur. Et là, on remarque qu'on a un sous-décalage en AVL et en D1. C'est normal parce que AVL et D1, c'est le territoire latéral haut, il est bien en miroir du territoire inférieur. Vous voyez? Donc c'est normal. Donc ici, c'est pas un sous-décalage qui est pathologique, c'est juste le miroir du sus-décalage du territoire inférieur. Donc il faut bien faire attention d'être sûr qu'on ait bien un sous-décalage qui soit pathologique et pas juste un miroir. Voilà. Donc ça, c'est important et c'est sûrement une des notions les plus complexes de cette présentation, j'en conviens. Maintenant, on va terminer avec l'interprétation spécifique avec l'onde T. L'onde E, c'est la dernière onde de l'ECG. Elle est toujours positive, sauf en AVR, évidemment, et elle doit être proportionnelle et concordante avec le QRS qui le précède. Concordant, ça veut dire que si le QRS est positif, l'onde T est positive. Si c'est négatif, c'est négatif. On parle de concordance. Si jamais l'onde T elle est ample, c'est-à-dire qu'elle est supérieure aux 2 tiers de R, comme c'est le cas ici, on voit que l'onde T est énorme, ben ça c'est le signe d'une hyperkaliémie, d'un enstémie ou d'une péricardite. Ok? Donc enstémie, vous vous rappelez, parce que là c'est quand on n'a pas de sus-décalage de ST. Si jamais l'onde T elle est plate, c'est-à-dire inférieure au dixième de R, ça va être le cas d'une hypokaliémie, d'un enstémie ou d'une péricardite. Et si l'onde T est négative, comme ici, on voit que là on a discordance, et ben on va hypocalémie, enstémie, péricardite. Entre les trois, à chaque fois, c'est la clinique du patient qui va permettre de trancher. D'accord? La péricardite, elle peut aussi être décelée avec un sus-décalage si il est présent sur toutes les dérivations. Parce qu'il serait quand même peu probable qu'il y ait un infarctus généralisé sur tout le cœur. Donc là, il serait probablement dû à une péricardite à ce moment-là. On parle aussi de troponine élevée pour ça. Pour les ondes T, si j'ai bon souvenir, mais corrigez-moi si je me trompe. Et pour la kaliémie, ça, c'est évidemment le dosage du potassium qui va nous le dire. Par exemple, ici, on a une onde T ample, mais on a une kaliémie à 7,5 mmol par litre, ce qui est au-dessus de la normale qui est à 5 mmol par litre. On a bien une hyperkaliémie qui est donnée par cette onde T ample. Par contre, ici, on a une ischémie sous-épicardique. Donc là, c'est ce qui explique l'onde T qui va être discordante. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que le enstémie n'est pas forcément signe d'infarctus, mais peut-être juste d'ischémie. C'est-à-dire que là, si on a un enstémie, on n'est pas sur de la nécrose, mais juste sur de l'ischémie. Autre chose que je voulais ajouter sur ST, si jamais on a un sus-décalage de 2 mm sur deux dérivations contiguës sur deux ECG, il faut faire une reperfusion en urgence pour lever l'infarctus. C'est pour éviter que le tout empire, évidemment. On a terminé pour cette présentation. Maintenant, on va juste faire un cas pratique avec une analyse complète d'un ECG. Je vous conseille deux sites. Ce premier site vous permet ça va vous présenter 70 ECG que vous pourrez analyser et à la fin, vous recevez une note avec le détail
de ce que vous avez oublié ou de ce que vous avez bien identifié. Et le deuxième site ici, c'est une banque de CG, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher. Ben voilà, je recherche trouble de machin. Enfin voilà, je veux un flotteur atrial, ça va vous montrer à quoi ressemble un ECG avec un flotteur atrial. Et ça peut être super intéressant pour vraiment visualiser tout ça. Donc cet ECG, alors sur cet ECG, il n'y a pas marqué la vitesse et le voltage, mais on va considérer qu'ils sont à 10 mm par seconde et à 10 mm par millivolt. On a ici un rythme qui est régulier globalement. Hein, on voit que le rythme est plutôt régulier. Est-ce qu'on a un rythme sinusal? Ben, pas trop, hein, parce qu'on n'a pas vraiment la présence d'une onde P au niveau de chaque QRS. Bon, donc pas un peu inquiétant. On n'a pas de parasitage, a priori. On a des lignes isoélectriques qui sont plutôt bien droites. Donc, a priori, le CG est validé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'interprétation générale. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, interprétation générale, donc régulier, oui. Sinusoïde, ben, sinusal, pardon, non, pas sinusal. Fréquence cardiaque, eh ben, on compte ici 1, 2, 3, 4. On a 4 grands carreaux entre chaque onde R, donc 300 divisé par 4, on va être autour de 65 battements par minute, donc la fréquence, elle est normale. Et maintenant, l'axe du cœur. Vous vous souvenez, pour l'axe du cœur, on va utiliser la dérivation D1 et la dérivation AVF. OK? Donc, on va tracer notre cadran. Donc, avec AVF vers le bas et D1 vers la droite. Donc, on a D1. C'est pas évident d'écrire avec l'ordi. Et AVF. OK? Voilà. Très joli. Alors, le signe de D1, ben D1, on voit que le complexe QRS prédomine en étant positif. Donc, on va être dans ce cas ici, D1 positif. Et maintenant, AVF. AVF est globalement, ben, là, c'est compliqué de voir parce que ça, c'est l'onde R, on est d'accord. Ça, c'est l'onde T. Et là, en fait, on a juste une onde R qui est plus petite. Mais on a AVF qui est plutôt quand même positif, hein, avec, ce qu'on voit ici. Donc, AVR positif. Donc, on est dans ce cas-là. Et donc, c'est bien cette partie-là du cœur, enfin, du cadran qui est foncé. Donc, on a un axe du cœur qui est normal, puisqu'on est dans le cadran inférieur gauche. Axe normal. L'interprétation générale est terminée. Maintenant, on va passer à l'interprétation spécifique. On commence par l'onde P. Donc, on a dit que l'onde P était absente. Donc, onde P absente, on va voir si elle est remplacée ou pas par des trémulations. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas un problème de conduction. Enfin, ce n'est pas un problème du rythme atrial, mais qui n'est pas atrial. Maintenant, est-ce que les QRS sont fins ou larges? Les QRS sont quand même clairement larges, hein, bien supérieurs à 3 mm, donc ce n'est pas une tachycardie jonctionnelle. Donc on a bien une arythmie ventriculaire. Et on remarque que on a les QRS qui sont anticipés. On voit qu'on a les QRS qui vont être, anticipés. Hein. Donc on voit ici, on voit qu'on a des gros QRS qui vont être anticipés. Donc ça, c'est une extrasystole ventriculaire, vous vous souvenez. Maintenant, est-ce qu'elle est bénigne? Est-ce qu'elle est maligne? Eh bien, vous vous souvenez, plusieurs polymorphes opposition sur T. Eh bien, est-ce qu'il y en a plusieurs sur une même dérivation? Eh bien, a priori, non. Il n'y en a pas plusieurs d'affilée. Vous voyez, là, il y en a plusieurs, mais c'est une sur deux. Donc là, c'est pas le cas. Donc, on n'a pas plusieurs. Polymorphes sur une même dérivation.
Eh ben non, à chaque fois, il n'y en a que d'un seul type. Donc a priori, pas de polymorphisme et pas de position sur T non plus. Donc a priori, on a une extrasystole ventriculaire qui est bénigne. Et ben, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Pas trop. Ben, on remarque quand même qu'on a des ondes T négatives, hein, sur presque tout le territoire antérieur. Donc, onde T négative, vous vous souvenez, discordance entre QRS et T, parce qu'on voit que les QRS sont clairement positifs, onde T négative, eh ben, hypokaliémie, péricardite ou enstémie. Bon, ça c'est la clinique du patient qui nous permettra de trancher. D'ailleurs, on a aussi onde T négatif en D1 et AVL aussi. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc on peut se demander si ce serait pas plutôt une péricardite. Mais voilà, ça c'est... Moi, je peux pas trop trancher là-dessus. Euh, que dire d'autre? Eh ben, on a quand même un beau rabotage de R en AVR. D'ailleurs, c'est voilà, je suis tombé dans le panneau. En plus, c'est pas un rabotage puisque AVR est négatif, donc c'est normal d'avoir ça. Donc, ce qu'on voit ici, c'est juste l'onde S et ça, c'est le R. Donc, je n'ai rien dit. Par contre, voilà, en AVF, là, on a un rabotage de R clairement, euh, avec un effet QS. Bon, voilà. Donc ça, on peut dire quand même pas mal de choses sur cette ECG, mais difficile de conclure vraiment. Donc, on a terminé cette présentation. Je vous remercie pour cette attention. Merci pour les plus courageux qui ont tenu presque 1h30, enfin qui ont même tenu 1h30. C'était une longue vidéo, c'était compliqué pour moi aussi. Je suis un peu fatigué, mais j'espère pouvoir vous aider pour interpréter vos ECG. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai apprécié la préparer, j'ai apprécié la faire. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques pour m'encourager à faire d'autres vidéos parce que transmettre, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.